Bon, pour faire venir les retardataires, je vous propose qu'on se fait un deuxième petit quiz. Vous avez vos cartons? Vos petits cartons ABC? Allez, sortez vos cartons. Non, on ne s'endort pas. On y retourne. Et attention, parce qu'on a été gentil. Voilà, on a été gentil sur la première... Sur la première salve de questions, sur la deuxième, ça va être beaucoup plus difficile. Donc on va voir. Là, on va laisser les gens qui arrivent s'installer. Non, on ne met pas la pression. Vous êtes prêts? Première question. Hop. Ah ben ça marche pas. Hop. Si, voilà. Quelle est la proportion des fonds de 0 à 50 mètres le long du littoral méditerranéen qui sont couverts par des herbiers de Posidonie? Puisque chacun sait que les herbiers de Posidonie, comme ce sont des plantes, elles ont besoin de lumière, donc elles sont à faible profondeur. Alors, est-ce que c'est 10% des fonds qui sont couverts? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Levez bien haut vos cartons. Alors, j'ai quand même... c'est assez mélangé, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On a entre 20 et 30%, hein, principalement. Je pense que si je fais la moyenne de ce que vous proposez, on doit être à 25. Et la réponse, c'est 30%. C'est 30%. Donc beaucoup en PACA, beaucoup en Corse. Beaucoup en Corse, notamment. Et en Occitanie. Quelle est la vitesse de croissance verticale en moyenne de la Posidonie? On a déjà un petit peu reparlé de la croissance horizontale, la croissance verticale. C'est 1 cm par an, 10 cm par an ou 30 cm par an? Alors, levez bien haut. Oui, vous avez raison. C'est plutôt de l'ordre de 1 cm par an. Et non pas comme certains le pensent, de 10 cm par an. En tout cas, personne n'a pensé 30 cm, donc ça c'est bien. Et alors du coup, combien d'années faut-il pour reconstruire 100 mètres d'herbier? Il faut 30 ans, il faut 300 ans ou il faut 3000 ans? Allez, levez vos cartons. A, 30 ans. B, 300 ans. C, 3000 ans. Qu'est-ce que je vois? Allez, levez bien haut. Je vois plutôt 300. Hein. C'est 300 qui domine. Eh ben non, c'est 10 fois plus. Ce qui montre bien à quel point ça peut être catastrophique. Et combien de litres d'oxygène produit 1 mètre carré de Posidonie par jour? Puisque, en tant que plante... Oula, là on sent il y a les bons élèves qui sont au taquet. Alors, 7 litres, 10 litres ou 14 litres? Allez-y. Ouais, dans l'ensemble, vous avez juste, c'est effectivement 14 litres. Et donc, à partir de tous ces chiffres et de bien d'autres, on arrive à une estimation de la valeur économique liée à la perte de l'herbier de Posidonie en Méditerranée, toute pression confondue, par an. Alors, on est sur 1,5. Alors, c'est milliards d'euros par an. Non, millions d'euros. Oui, d'un seul coup, je me disais, ça fait beaucoup. 3 millions d'euros par an ou 4,5 millions d'euros par an. Vous ne comprenez pas la question. C'est-à-dire que si... En fait, c'est une question à l'envers. On estime, en fait... la valeur économique, si l'herbier n'était pas perdu, on aurait 4,5 ou 3 ou 1,5 million d'euros par an, finalement, de valeur économique supplémentaire. Mais comme on perd de l'herbier, on perd cette valeur. Alors, allez-y. A, B ou C? On va vous répondre après. Alors, C, B, C, hein? Un peu de A, mais surtout B, C.
et c'était effectivement 4,5. Est-ce que... Alors moi, je n'ai pas tous les détails de la façon dont c'est calculé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus, de l'agence de l'eau ou qui peut donner des détails sur la façon dont c'est calculé? Non, il botte en touche. Bon, eh ben ça va faire... on va être obligé de vous répondre par écrit, par mail, hein, ou au cours du déjeuner. Au cours du déjeuner, voilà. Bon, maintenant passons à notre table... pardon, excusez-moi. Passons à notre table ronde. Donc, comment réussir sa phase étude? Donc, on l'a vu, et ça a été dit tout au long de la matinée, les études, un projet de SMEL, c'est un projet exigeant, long, complexe, avec de fortes différences entre les territoires. Il n'y a pas de recette miracle valable pour tout le monde. Et donc on voulait prendre le temps d'aborder ces questions avec différents spécialistes. Je vais me tourner. Stéphanie, qui nous a rejoint, Stéphanie Filion, qui est directrice de projet chez BRL Ingénierie. Ensuite, Julien Tavernier, au parc des Calanques. On en a déjà été présenté. Alain Frété, architecte, paysagiste et paysagiste conseil de l'Adréal PACA, et qui est en train de nous faire une série de petits dessins absolument merveilleux. Et Quentin Fontaine, chargé d'études à Star Réseau. Et puis j'ai demandé finalement à nos deux présentateurs précédents, Jean-Marc et Cédric, de rester avec nous. Alors, Julien, je voudrais commencer par vous passer la parole, parce que vous aussi, vous êtes porteur d'un projet de SMEL au parc des Calanques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais très très rapidement, un petit peu les différentes étapes dans vos études? Est-ce qu'il marche, ce micro? Vérifiez. Normalement, vous ne touchez à rien. C'est bon. Ah, ça marche. Bonjour à tous. Au Parc national des Calanques, effectivement, on est en train de lancer, pour remettre un peu de contexte, on est parti d'un schéma global d'organisation des mouillages, qui est un document stratégique qui a été rédigé en 2020 et qui a été validé par le conseil d'administration et ratifié par l'ensemble des collectivités locales et les services de l'État sur une stratégie d'accueil du mouillage sur l'ensemble du périmètre du parc national. Monsieur Martinez vous a présenté une des SMEL qui est prévue dans ce schéma, qui est sur le secteur de la Ciotat. Au total, il y a 7 dispositifs qui sont prévus à l'échelle du parc, donc un sur Saint-Cyr, un deuxième sur l'île Verte et 4 autres zones sur la partie, on va dire, maritime liée au droit de la commune de Marseille. Donc c'est sur cette zone-là que vont être portées les études au niveau du parc national. Donc une fois le schéma validé, on a mis en place avec la préfecture maritime effectivement les premières réponses d'urgence qui étaient liées à des définitions de zones d'interdiction de mouillage et de concentration du mouillage sur les zones, on va dire, sableuses, de moindre impact. Et la deuxième étape, qui est celle des aménagements, qui nécessitait plus de temps, est en train d'être lancée par le parc, avec l'objectif qu'on avait initialement prévu de pouvoir proposer une navigation de plaisance durable sur le territoire en vue des JO 2024. Donc, pour ne pas perdre de temps, le parc, vu qu'on n'a pas réussi à faire émerger de porteurs de projets, on va dire sur 4 zones au droit de la commune de Marseille, a décidé de lancer les études sur ce périmètre-là. D'accord, donc c'est vous qui êtes devenu finalement le porteur. On devient de facto, on va être l'établissement public va porter les projets jusqu'à obtenir la demande d'AOT sur ces 4 zones de mouillage et d'équipement léger. Okay. Avec l'objectif 2024. Oui, donc vous êtes un peu pressé par le temps.
Oui, et vu la complexitude des études et du temps d'instruction, on espère pouvoir tenir ce cap-là. C'est pas garanti, mais voilà, ça serait un beau message avec ce grand enjeu que sont les Jeux Olympiques et l'accueil des activités nautiques et des épreuves olympiques nautiques sur le territoire de Marseille, d'avoir une réponse à proposer aux différentes personnes en disant on est capable d'accueillir durablement la plaisance sur notre territoire de parc national, zone protégée et fortement attractive. Alors justement, on parlait de cette phase d'étude. Alors on a déjà eu, grâce au retour d'expérience et tous les détails que nous a donné notamment Cédric sur ces différentes études, j'aimerais revenir un peu sur qu'est-ce qu'il faut... c'est combien d'études et qu'est-ce qu'il faut étudier? Parce qu'on a l'impression que le nombre de dimensions à étudier, j'ai envie de dire, est quasiment sans fin. Donc Stéphanie, vous qui accompagnez BRL, qui accompagne différents porteurs de projets, on sépare ça en combien de domaines? C'est quoi un petit peu ce paysage des études? Je pense que les études, elles commencent d'abord par une grande concertation. Une mise autour de la table de l'ensemble des acteurs de la SMEL, que ce soit les usagers, les élus, les environnementalistes, l'ensemble des personnes qui vont avoir à l'utiliser. Et autour de cette concertation, on va venir faire les études du milieu marin, bien évidemment, les études techniques, juridiques, économiques pour la rentabilité de la SMEL, les études paysagères qui sont également représentées ici autour de la table. Donc effectivement, il y a toute une variété d'études à conduire. Le cœur du système étant, à mon avis, et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le lancement d'un comité de pilotage très large et dès le début de l'émergence du projet. C'est la seule, en tout cas nous, de notre retour d'expérience pour accompagner un certain nombre de projets en émergence de SMEL, c'est la façon la plus efficace qu'on a trouvé d'arriver au bout de l'ensemble des procédures et à une mise en œuvre effective de ces zones de mouillage. Mais alors, qui dans le comité de pilotage? C'est-à-dire, c'est... Alors, dans le montage du comité de pilotage, nous on travaille aux côtés du porteur de projet pour identifier exactement quels sont les usagers du territoire de la future SMEL. Donc on va avoir bien sûr les plaisanciers, on va avoir les pêcheurs, on va avoir toutes les autorités, l'ADREAL, la DDTM, etc., les élus, les services techniques, etc. Donc c'est des... Je dirais que ce sont des comités de pilotage très larges avec très souvent des demandes un petit peu antagonistes les unes des autres. Donc il est important que chacun, dès le début, connaisse les enjeux de ses partenaires pour faire sortir le projet. Parce qu'il n'y a aucune personne autour de la table qui arrivera à la fin du projet avec la totalité de ses volontés initiales. Chacun fait un pas envers l'autre pour arriver à le sortir. Voilà. Oui. Je me tourne vers Quentin. Alors, Star Réseau, vous intervenez sur une partie de ces études, sur la totalité. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu ce que vous faites et justement, quelle est votre vision de cette phase d'études si importante? Bonjour à tous. Nous, à Star Réseau, on travaille essentiellement sur les études de fréquentation via la confrontation d'un ensemble de modes de comptage dont on a développé une expertise. Et on réalise aussi des études environnementales. Donc, plus concrètement, voilà, le recensement d'espèces protégées, l'évaluation de l'état de vitalité de l'herbe de Posidonie et la réalisation de cartes fines de biocénose marine. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est Star Réseau? Levez la main, ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Star Réseau. Voilà, donc vous allez préciser un petit peu qui vous êtes, parce que je ne vous ai pas vraiment présenté. Donc Star Réseau, c'est une station de recherche sous-marine et océanographique, un institut de recherche privé corse, basé à Calvi, au nord-ouest de la Corse. Et voilà, on a un pôle de recherche fondamentale dans le cadre duquel on mène tout un tas de projets, notamment à l'échelle de la Corse. Et on a également un pôle expertise et conseil qui consiste justement en la réalisation d'études d'impact et de prestations sur de multiples thématiques, dont notamment les projets de SMEL.
D'accord. Donc vous intervenez donc à la fois sur le côté la fréquentation, donc vous avez développé une méthodologie un peu particulière sur la fréquentation. Vous pouvez nous en dire 2 mots C'est ça. Pour nous, pour avoir une vision globale de la plaisance à l'échelle d'une aire d'études sur laquelle va se construire une SMEL, il est nécessaire de mettre en œuvre tout un tas de modes de comptage et de techniques d'observation de la flotte de plaisance. Donc on va par exemple réaliser des comptages depuis la rive, des comptages sur le plan d'eau, des survols aériens, des comptages AIS, la valorisation de données existantes, la valorisation de données satellitaires. Et on a également développé un protocole basé sur des caméras disposées sur la rive, grâce auquel on est capable d'obtenir de la donnée de fréquentation géoréférencée que l'on superpose aux biocénoses marines. Et voilà, grâce à tout cela, on est capable d'obtenir de la donnée de fréquentation, donc d'identifier les hotspots de fréquentation à l'échelle d'une baie, mais également de caractériser cette flotte de plaisance selon différents modes de propulsion, classes de taille. Et à cela, en parallèle de ça, on essaie d'obtenir tout un ensemble de données qualitatives, puisque la plaisance, ce n'est pas uniquement des chiffres et un nombre de bateaux, mais c'est aussi des profils de plaisanciers qu'il est nécessaire d'identifier et des attentes de plaisanciers qu'il est nécessaire d'observer et de recenser avant la mise en place de zones de mouillage. Et est-ce que justement par rapport à ces attentes de plaisanciers, vous voyez des choses très contradictoires entre les uns et les autres ? Finalement, est-ce qu'une SMEL c'est un compromis ? Est-ce que c'est un compromis irréaliste parfois, ou est-ce que finalement on y arrive toujours ? Toujours, je ne sais pas, mais c'est pas un compromis irréaliste, c'est un compromis auquel on finit par arriver. Parfois, les choses sont un peu longues. Nous, je pense que l'important, quand on accompagne les porteurs de projets, l'important, c'est aussi d'avoir en face de nous quelqu'un qui est capable de prendre des décisions assez tranchées et assez rapides, si on veut avoir un rythme soutenu. Et ça demande parfois un grand courage, parce qu'il y a... Ça résonne aux oreilles de l'élu, ça ? Si vous voulez. Je ne sais pas s'il remarche, celui-là. Oui, il marche maintenant. Oui, évidemment, complètement. D'ailleurs, la ville de La Ciotat... Il faut un certain courage politique. Oui, c'est ça, puisqu'en fait, il faut voir les choses. La ville de La Ciotat ne s'est pas munie simplement d'un seul élu pour porter le projet, elle en a mis 2. Et donc déjà, il faut qu'entre vous, il faut que vous vous entendiez bien. Mais là, il n'y a pas de souci sur ce sujet-là, justement. Et derrière, en mettant 2, ça montre bien l'intention politique de la ville de La Ciotat d'implanter une zone de mouillage d'équipements légers dans sa baie. C'est, sans cette étape-là, on ne pourrait pas, lors des copiles, comme l'expliquait juste avant... Madame Fillon de BRL, on ne pourrait pas prendre des décisions rapides pour faire avancer notre étude. Là, aujourd'hui, on arrive au bout, par exemple, nous, de notre étude sur le projet de La Ciotat, mais parce qu'il a fallu prendre des décisions et puis s'engager, quoi. Alors, j'ai envie de me tourner vers Alain Frété. Est-ce que le paysage, c'est justement pas... Est-ce que ça n'est pas l'espace du compromis, l'espace qui fait que toutes ces différentes logiques à l'œuvre elles se retrouvent face à un objet concret qui est le paysage, d'où l'importance des études paysagères? Oui, c'est vrai, le paysage, c'est un projet. Et ce projet, il prend en compte l'ensemble des données qui sont fournies par les différents points de vue. C'est toujours le croisement de différents points de vue. Et peut-être qu'un point de vue qui est parfois un peu oublié, c'est l'usager qui voit la mer depuis la terre. On parle beaucoup des usagers de la mer, ça c'est clair, mais celui qui se balade sur le sentier littoral, celui qui est sur la plage et découvre un moment ce créneau de pleine mer qui fait que voilà, il y a un moment de ressourcement, de bien-être dont on a absolument besoin. Il faudrait que ces sites soient remboursés par la sécurité sociale. Avec ça, on est quand même... on a besoin de ces lieux d'inspiration. D'ailleurs, on est porté également par cette culture du paysage qui fait que des artistes n'ont pas arrêté de peindre, d'écrire, de photographier ces paysages. Et dans les études paysagères, la récolte de ces représentations est extrêmement importante. Elles orientent notre regard. Et c'est pour ça que
se retrouver, bien sûr, avec un copilote autour de la table, c'est bien, mais se retrouver autour du paysage, c'est mieux. Donc du coup, Voilà. vous sortez, vous les emmenez C'est vrai qu'il y a des moments extrêmement, extrêmement importants. C'est quand on se retrouve ensemble à déambuler. C'est ce qu'on a fait lors d'une formation sur les semelles organisée par l'OFB et l'Adréal, où on s'est retrouvé à une vingtaine sur un certain nombre de points de vue, sur un cheminement du sentier littoral. Et ça nous permet comme ça de nous entendre sur quels sont les points de vue remarquables, les belvédères, les trajets qu'il va falloir prendre en compte dans l'étude paysagère pour une semelle. Et pas obligatoirement ce qui est aujourd'hui, mais anticiper ce qui sera demain. Est-ce que demain, on est sur une zone d'intervention conservatoire du littoral? Si elle est achetée, demain, c'est un espace qui va être ouvert à tous. Donc anticiper également ce que sera le littoral de demain, la façon dont il va être abordé, permet aussi d'imaginer l'inscription de ces semelles qui, du coup, vont participer comme un nouveau motif du paysage. Il ne faut surtout pas les voir comme effectivement quelque chose de négatif qui va peser. Non, ça va être un nouveau motif. Et ce qu'elles permettent, c'est d'éviter finalement cette sorte de mitage. Et quand on est sur Terre, finalement, notre travail, par exemple, sur l'urbanisme, c'est d'éviter le mitage, essayer de retrouver le regroupement autour de villages. Quand on travaille sur l'éolien, par exemple, c'est aussi essayer de retrouver, ne pas être débordé par là, en l'occurrence, des bateaux qui vont occuper l'ensemble de la ligne d'horizon et qui vont finalement faire un filtre entre nous et la pleine mer. Et cette pleine mer, on en a besoin. Mais donc on l'a vu avec ces projets qui font plus appel à la notion de grappe, et vous nous avez montré le contre-exemple qui faisait effectivement pas forcément très envie. Mais justement avec cette question du report. C'est-à-dire aussi cette pression qui du coup se déplace. Quand on étudie une semelle, est-ce qu'on la vide de tous les autres usagers, de toutes les autres zones, etc. Ou est-ce qu'on arrive à prendre en compte aussi tout ce qu'il y a autour ? C'est une obligation, il faut vraiment prendre en compte vraiment ce qui est autour. Puis si une commune à côté fait une autre semelle, il va falloir voir l'effet cumulatif de l'ensemble de ces projets. Et c'est un peu la complexité, parce que quand deux semelles sont ensemble, parfois on n'est pas au courant exactement de là où on en est. Et là, c'est vrai que les services de l'État sont là aussi pour essayer de prévenir, donc donner l'information qu'il se passe plusieurs projets ensemble. On va peut-être passer quelques images pour montrer finalement que la qualité d'une étude paysagère, c'est aussi la qualité des représentations. Et parmi les représentations, les blocs diagrammes sont vraiment des choses extrêmement importantes. Notamment, alors là, je ne l'ai pas dessiné sur ce bloc diagramme, mais quand on a les données sous-marines, pouvoir représenter également le paysage sous-marin. Parce que ce paysage sous-marin, et là, le Parc des Calanques a fait un plan paysage sous-marin, est également quelque chose à prendre en compte. Alors, ça peut être la forme des corps morts. Est-ce qu'il faut des corps morts, pas de corps morts? Enfin, voilà, commencer à réfléchir, parce que c'est des choses qui, dans la réversibilité, souvent, on va enlever la partie supérieure, mais ça va rester. Et demain, et même si c'est des sites peu visités par les plongeurs, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc vous voyez là sur la droite par exemple une évocation d'une grappe avec cette petite virgule qui permet de dire tiens finalement là l'ensemble des bateaux va se mettre en protection de cette pointe, mais depuis le bout de la pointe le sentier littoral qui va permettre d'un seul coup d'avoir cette vue en proue de terre va être complètement ouvert sur la pleine mer, et on va pas avoir ce filtre des bateaux pour avoir cette perception de la pleine mer. Et là, on a aussi cette compréhension, et que ça soit le marin qui arrive depuis la mer, que ça soit celui qui parfois est perché sur la corniche des Morts tout en haut, avec cette vue plongeante, cette perception finalement d'une terre accueillante. On se protège des vents, et là, on rentre un peu dans l'esprit du marin qui va venir se protéger. Enfin, le moment où on vient mouiller l'ancre, il y a toujours cette perspective que peut-être qu'un coup de vent va... donc on vient se protéger, et d'un seul coup, il y a une intelligence de la géographie qui peut être lue vraiment comme un village qui va se mettre sur un éperon, qui va se mettre en bord de rivière, va avoir une intelligence aussi de la géographie. C'est la lisibilité finalement de ces installations par rapport au paysage qui est aussi apprécié dans la localisation des semelles. Vous voulez que je passe l'autre? Ah ben non, c'est... Hop. Ça, oui. C'est pas moi. Ça. Voilà, et donc...
Une étude paysagère, c'est bien sûr des photos, ça peut être aussi des croquis. Donc ça, c'est ce qu'on a fait là, avec Bastien, là, donc le chargé de mission paysage de la DREAL, pour préparer la formation et la prise de notes. Et vous voyez, le croquis du milieu, c'est une vue prise depuis la corniche des Morts, donc très très haut en altitude. Et ça veut dire aussi que le périmètre d'étude d'une semelle, c'est vraiment le bassin visuel d'où va être vue cette semelle. Il faut partir parfois assez loin pour pouvoir apprécier les différentes localisations. Et puis ça peut être aussi bien sûr un port avec ce port là en face au Lavandou dont on regrette effectivement que la grande digue ne soit pas rendue accessible donc pour découvrir le paysage. Alors comment être sûr que en fait ces études entre guillemets, vont être à la hauteur. C'est-à-dire que quand on voit le temps parce que ça nécessite du temps, donc forcément de l'argent, hein, pour avoir des études paysagères aussi poussées, emmener tout le monde sur faire des balades, etc. Là, vous nous parlez des études de fréquentation où vous combinez toute une série de portes d'entrée pour aborder la fréquentation. Est-ce que tout le monde peut, entre guillemets, se payer ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, je me tourne un peu vers les uns et les autres, est-ce qu'il n'y a pas des risques de, justement, on veut sortir son projet vite, on va vite, comment se protéger, comment être sûr qu'on prend bien le temps qu'il faut, même si c'est long et complexe. Stéphanie, puis ensuite on passera... Là-dessus, je crois qu'il y a eu un gros travail de la DIRM qui aide énormément les porteurs de projets avec le cahier des charges qui est proposé. Dans ce cahier des charges, d'ailleurs, la DIRM, si je ne me trompe pas, est à disposition aussi des porteurs de projets pour les aider à estimer ces phases d'études. Nous, pour avoir maintenant répondu à pas mal de cahiers des charges de la DIRM, dont les porteurs de projets s'étaient inspirés de ce cahier des charges de la DIRM, répondre avec le temps à passer derrière, on n'a pas d'études, nous en tout cas, qui soient sorties à moins de je vais essayer de donner un chiffre, mais à moins de 100 000 euros, et on peut aller jusqu'à 200 ou 300 000 euros d'études. Donc on est vraiment sur des montants importants. Il ne faut pas avoir en tête que pour 20 ou 30 000 euros d'études, on va arriver à sortir ce projet. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps à passer autour de la table, c'est beaucoup de données à collecter. Alors évidemment, les montants varient en fonction des données de base dont les porteurs de projets disposent déjà, mais tout l'environnement marin, l'état de l'herbier, on est obligé de le connaître, la fréquentation, il faut la connaître, les paysages, il ne faut pas les sous-estimer, l'étude économique, l'étude de rentabilité, regarder combien on va mettre de mouillage, est-ce que ça va être rentable, comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser, toute la partie juridique qui va autour du règlement de police, autour de l'utilisation, de la délivrance des AOT, des dossiers réglementaires, etc. Tout ça, c'est du temps. Donc, il faut avoir en tête que derrière, il y a un vrai budget. Alors, vous pensez que vous allez y arriver en si peu de temps ? C'est bien comment faire ? Comment être sûr de... J'ai envie de dire de ne pas se louper, de ne pas faire un choix qui serait regrettable ensuite, quoi. Alors, c'est sûr que ça reste complexe. On voit qu'il y a beaucoup aussi d'autorisations et de complexitude dans la façon d'avoir les autorisations pour poser des zones de mouillage et d'équipement léger sur certaines zones. Pourquoi nos zones n'ont pas émergé ? Parce qu'on a des zones loin des ports. On nous a présenté pour l'instant des SMEL à proximité des ports qui sont plus facilement peut-être rentabilisables ou exploitables, où on peut avoir des gens à disposition, mutualiser les services entre le port et la SMEL. La problématique d'espaces protégés comme les aires marines protégées, c'est qu'on va devoir mettre en place des SMEL. Il y a urgence à agir sur ces herbiers-là, qui sont nos principaux herbiers en cœur de parc, mais qui sont éloignés de toute infrastructure portuaire ou de gestion de ces zones-là. Et donc, du coup, on se retrouve face à effectivement des projets qui vont coûter de l'argent, qui vont mettre beaucoup de temps, où il y a effectivement des fois des points de vue complètement différents entre même les services instructeurs. Donc on se retrouve dans quelque chose de complexe qui freine parfois les collectivités à y aller. Là, on va le faire, et la question de savoir si on peut simplifier les choses, pas ne faire tout et n'importe quoi, parce qu'on est quand même parti, par exemple dans notre cas, 2 ans de discussion préalable pour sortir un schéma global d'organisation des mouillages qui valide le principe de la mise en place de ces zones de mouillage et d'équipements légers et d'autres protections de la Posidonie.
Mais derrière, effectivement, toutes ces études-là qui coûtent de l'argent, le temps d'instruction de tous les différents, on a vu tout à l'heure, les cas par cas, l'incidence Natura 2000, vous pouvez placer en dehors du périmètre site classé, site inscrit, encore de parc, on n'a pas le choix. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, des couches réglementaires qui viennent complexifier, alors que la base de la mise en place de ces zones de mouillage d'équipements légers, où il faut arriver à motiver quelqu'un à y aller, c'est quand même, dans un parc national, encore de parc, la préservation de l'herbier de Posidonie. Et donc du coup, il y a effectivement, on parle de temps, mais aussi urgence à agir. Par exemple, ces zones-là, qui sont les principaux herbiers en cœur de parc national, deviennent les zones de report, des zones où on a pu mettre de la réglementation. C'est-à-dire on a créé des IM et des zones de mouillage obligatoires sur sable. On a parlé tout à l'heure de nombreux plaisanciers, le parc des Calanques est une zone très fréquentée, les zones possibles sont saturées et donc les gens continuent à venir mouiller librement sur les principaux herbiers de cœur de parc. Et donc du coup, le temps qu'on perd, qu'on perd pour moi, mais le temps qui passe pour la mise en place de ces zones de mouillage et d'équipements légers va impacter durablement et on continue à impacter ces herbiers qui sont les principales richesses en cœur de parc au niveau maritime. Donc il y a cette question-là d'équilibre aussi à trouver entre effectivement faire les choses bien, mais il y a aussi l'urgence à agir sur ces zones principales d'herbiers en cœur de parc national. Alors, donc Stéphanie l'a mentionné, il y a donc les cahiers des charges qui sont sortis, qui aident, parce que tout le monde, vous l'avez dit, donc alors, on est plus ou moins, on a un port, on n'a pas de port, donc ça va faire des ressources, et puis toutes les collectivités, notamment qui sont porteuses de projets, elles n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas les mêmes compétences. Elles peuvent être de taille très, très différentes. Donc, effectivement, il y a toute une capacité à travers les bureaux d'études d'être accompagnés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que voilà, à l'aube d'un nouvel appel à projet, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour accompagner encore mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut renforcer encore pour accompagner au mieux les porteurs de projets? Allez, on fait le tour de table. On commence par Quentin. Question difficile. Oui, parce qu'en plus, il ne faut pas se fâcher. Hein. Oui, bien sûr. On est dans une dynamique de encore mieux. Bon, en tout cas, à présent, les membres des comités de pilotage, donc je pense à l'OFB, la DIRM, tous les services d'État et les aires marines protégées, ont déjà fait un énorme travail d'accompagnement justement des porteurs de projets. Et je n'ai pas forcément la réponse à cette question, mais en tout cas, je pense que voilà, la concertation, les visites sur site, la compréhension des enjeux et des attentes de chaque partie, donc du porteur de projet qui peut avoir un projet de SMEL à des fins économiques, mais aussi à des fins de préservation environnementale, juste d'optimisation de sa SMEL existante. Faut comprendre tout ça, faut comprendre les difficultés et les expertises des prestataires. Et enfin, le comité de pilotage, je pense qu'il apprend énormément, identifie les manques et se rend compte qu'il y a quelques pistes à améliorer, notamment issues des retours d'expérience des projets en cours ou déjà réalisés. Et je pense que c'est plus à ces membres de comité d'identifier les pistes d'accompagnement des porteurs de projets que nous, prestataires en tout cas, même si on est baigné dedans complètement. D'accord. Alain? Donc un accompagnement par les services de l'État. C'est vrai qu'il y a un chargé de mission paysage à l'Adréal, il y a des paysagistes conseils de l'État, il y a les inspecteurs des sites qui peuvent être d'une grande aide quand on est sur site classé, voire même quand on est aux abords du site classé sans être vraiment dans la zone, ils peuvent être mobilisés. Après, il est certain que pour traiter le paysage, il faut des spécialistes et des paysagistes, et plutôt des paysagistes concepteurs. Et ils vont intervenir non seulement pour préciser la composition du projet, la façon dont on va choisir à la fois la localisation, la taille de la grappe ou la façon dont les bouées peuvent être disposées, mais également les paysagistes ont souvent un bon coup de patte, un bon coup de crayon. Et ça, c'est aussi important de pouvoir avoir celui qui en même temps réfléchit au projet, qui le représente,
plutôt que de donner ça à un illustrateur qui ne sera pas vraiment dans le coup et qui va finalement faire une belle image, mais souvent un petit peu à côté de la plaque. Là. Et donc là, profiter finalement de ces présences de paysagistes pour représenter, puis c'est une des représentations croisées, c'est-à-dire c'est aussi bien la cartographie, le bloc diagramme, la coupe, la vue perspective, la vue depuis les différents points de vue, et tous ces documents doivent vraiment circuler. Et ça fait vraiment la qualité aussi d'un dossier. Et on peut même avoir là des représentations du paysage sous-marin. On a là d'un seul coup un dossier qui est vivant, qui est lisible, même par ceux qui ne sont pas obligatoirement des spécialistes de la biocénose, de la posidonie, etc. Oui, parce qu'il peut y avoir un... il peut y avoir un risque de désensibilisation, si je peux dire, à travers cette accumulation de chiffres, de données objectives, entre guillemets. Et donc vous militez pour que, réintroduire à travers cette analyse paysagère et ces croquis, etc., cette dimension sensible. Et dimension concrète du projet, de ce que ça va donner. Et c'est vrai que la complexité peut nous faire perdre un petit peu cette relation au résultat attendu. Et si le paysagiste, qu'il soit en interne dans le bureau d'études, qu'il soit aussi parfois du côté de la maîtrise d'ouvrage, ou qu'il soit indépendant, et ça, des études indépendantes de paysage peuvent être aussi une solution intéressante au regard d'un bureau d'études qui va aborder les questions naturalistes et techniques. Ça, on voit vraiment l'intérêt aussi, des fois, d'avoir deux bureaux d'études distincts, un paysage et puis l'autre naturaliste et technique. Si ce paysagiste, ces paysagistes, ce bureau d'études permet de suivre l'ensemble finalement de l'élaboration du projet, on va toujours avoir une traduction de ce que, dans le réel, qu'est-ce que ça va donner. Et ça, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant. Et des croquis, ce ne sont que des esquisses. Et du coup, on n'est pas tout de suite sur un document final. C'est aussi tout l'intérêt de ces documents. Nous sommes d'abord dans des intentions, on fait évoluer le projet. Il est normal qu'un projet puisse évoluer. Et c'est cette capacité, finalement, à le faire évoluer pour arriver, finalement, à un projet partagé par tous qui fait la valeur du résultat. Merci. Jean-Marc, comment vous réagissez, vous ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites, qui permettraient d'aller peut-être plus vite, plus loin ? Alors, déjà, ce qui est certain, l'accompagnement, c'est indispensable. Donc, ça a été dit plusieurs fois. Répétons-le. Non, mais c'est très important. La preuve en est. Tout à l'heure, j'en parlais pendant ma présentation. On avait un avant-projet sommaire avec certaines idées, donc avec certains critères. Oui, on a toujours des idées au départ. Et puis, en fait, on se fait accompagner. On a donc des institutions et donc des sociétés autour de nous qui nous conseillent et qui nous guident. Et puis, on se rend compte que finalement, on n'était peut-être pas sur le bon choix. Et on a été, on a donc accepté aussi, parce que évidemment, il faut pouvoir accepter les conseils, ça c'est aussi autre chose, et donc les accepter et les mettre en œuvre. Donc là évidemment, quand on est accompagné, on peut être fier après de ce qu'on a obtenu. Ce que j'ajouterais en fait là-dessus, c'est le retour d'expérience. C'est un peu ce que vous nous avez demandé pendant ce forum-là. Donc, essayer d'expliquer ce que nous, à la Ciotat, on a fait pendant cette année et demie passée à développer les études. C'est d'expliquer aux autres collectivités comment on est arrivé là, quelles ont été nos difficultés, quels ont été nos choix aussi, et comment on a pu prendre les décisions, vous en parliez juste avant, pour faire avancer ce projet. Donc, en fait... les professionnels autour d'un copil, on les a, il n'y a pas de souci. L'idéal, je dirais, à rajouter, c'est vraiment la consultation auprès des collectivités qui ont déjà fait cette expérience et qui peuvent nous expliquer un petit peu quelles ont été leurs contraintes, leurs difficultés, et aussi, bien entendu, les axes qu'elles ont choisis pour pouvoir développer correctement leurs SMEL. Merci. Julien ? Oui, effectivement, c'est question d'accompagnement et de mobilisation, encore une fois, de l'ensemble des services et des collectivités pour porter au plus vite ces projets. On voit, et ça donne bon espoir, qu'on est capable de sortir des projets pour de la grande plaisance ou des coffres, notamment à Boniface ou sur la façade, on va dire, méditerranéenne continentale, qui vont vite.
Donc ça donne bon espoir pour des projets qui sont potentiellement rentables que pour des projets de préservation de l'environnement. Donc ça veut dire qu'on sait faire, on sait aller vite sur des décisions. Sur des projets qui sont... Mais ça a été quand même porté au niveau politique, oui. Au plus haut niveau, si je peux dire. Oui, c'est sûr, mais voilà, en fait, sur des SMEL qui sont donc du coup moins... qui ne seront pas rentables et déficitaires à la fois, sur des protections de l'herbier, encore une fois, je résiste là-dessus, des protections d'herbier importantes dans les aires marines protégées. Je pense que du coup, on a montré qu'on est capable de le faire, et j'espère qu'on arrivera aussi sur des zones comme ça qui deviennent très prioritaires pour la préservation de l'habitat en cœur de parc, quoi. Stéphanie, comment faire pour aller plus vite, plus loin, mieux ? Moi, je pense qu'un projet de SMEL, avant de se lancer dans ce projet-là avec le cahier des charges ambitieux et complet de la DIRM, il me semble qu'une petite étude de faisabilité qui cadre un petit peu tous les enjeux sur l'ensemble des volets de l'étude est même indispensable. Un gros trait. Une étude qui va être faite assez rapidement, c'est quoi, une semaine de travail pour quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine, mais qui va être capable de brosser pour le porteur de projet un tableau des grands enjeux. Voilà, vous voulez sortir votre SMEL, voilà quels enjeux, ce qu'il va falloir regarder, voilà le temps que ça va prendre, voilà à peu près le coût des études, le coût des travaux. C'est des choses qu'on peut, avec un retour d'expérience maintenant assez important, qu'on peut arriver à brosser rapidement. Alors évidemment, c'est pas un engagement sur ça va prendre tant de temps et ça va coûter tant. C'est pas en quelques jours qu'on arrive à le faire. Par contre, ça permet aux porteurs de projet de s'organiser, derrière de mettre en place l'équipe qui va être indispensable pour porter ce projet-là. Parce que je pense sincèrement que pour les faire émerger, il faut des équipes fortes derrière et il faut arriver à les constituer. Et puis, ça permet aux porteurs de projet de se dire, bon, alors, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Les enjeux sont ceux-ci. Finalement, est-ce que je souhaite y aller ou pas ? Et j'ai conscience de là où je veux aller. À mon avis, c'est un préalable que parfois... on devrait prendre le temps de faire. Et identifier après, aussi ce qui va être les points d'attention par rapport à ce territoire spécifique. Donc moi, je dirais vraiment une étude en 2 étapes. Toute petite au début, qui brosse les enjeux, et ensuite le vrai cahier des charges. Bon, Cédric, vous qui êtes à fond dans cette phase d'étude. Alors, que nous faut-il ? Que nous faut-il ? Qu'est-ce qui vous manque encore ? Vers quoi aller Alors, j'ai envie pour être de dire encore plus efficace ? Ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Je souscris à tout ce qu'on dit. C'est marrant, personne n'en avait parlé jusqu'à présent. Je souscris à tout ce qu'ont dit les précédents orateurs. C'est de l'argent, parce que je voudrais souligner le courage politique qu'il faut pour les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, dans l'état actuel des finances des collectivités, pour se lancer dans un projet de SMEL dont on sait qu'il va être très difficilement rentable. Donc de l'argent, on en a eu dans le cadre du premier appel à projet, à hauteur de 80%. Ça mobilise les maîtres d'ouvrage, ça les accompagne dans le courage nécessaire pour porter ces projets qui sont souvent mal perçus de prime abord par les usagers. Donc non seulement ils sont mal perçus parce qu'ils le prennent comme une restriction de leur droit à pouvoir utiliser la mer comme ils l'entendent, mais en plus c'est mal pris parce que ça a un coût sur leurs impôts. Et je crois que le financement de ces projets, l'accompagnement est essentiel. Et je viens de voir tout à l'heure avec plaisir qu'il y avait donc un 2e appel à projet. Et j'entends bien qu'on puisse s'inscrire pour avoir des aides sur la partie d'investissement. Parce qu'au-delà de toutes ces études, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et on en reparlera cet après-midi, voilà. Justement sur les solutions de gestion. Mais ce que je propose, c'est qu'on prenne... je suis sûre que vous avez des réactions, des questions dans la salle. Donc la parole est à vous. Nos charmantes hôtesses et hôtes vont vous passer les micros. Marion et François à la manœuvre. Alors je crois qu'il y a une question. N'hésitez pas, profitez-en. C'est justement, comme vous le disiez tous, ce temps où on se parle les uns les autres est aussi fondamental. Oui, parmi peut-être les aides à faire avancer plus rapidement les projets. Alors, on a rappelé que la concertation est indispensable, le plus en amont possible. Et il faut que dans le cadre de cette concertation, que tout le monde se comprenne, parle le même langage et comprenne vraiment les enjeux. Alors, il y a certains enjeux qui sont maintenant, à mon avis, j'ai le sentiment très bien compris, la protection de la Posidonie, les services qu'elle rend, tout ça, etc. Sur la notion du paysage, c'est moins évident.
c'est une matière qui est plus compliquée à saisir. Et voilà, ça fait appel à sa propre sensibilité des fois. Il y a peut-être une part de subjectivité, bien que je pense qu'Alain pourra démontrer le contraire, que c'est assez technique aussi. Mais du coup, parmi les acteurs qu'on peut rencontrer, très peu ne comprennent pas cette notion, les cônes paysagers, la préservation. Suivant on se déplace, on verra plus. Effectivement, moi je leur dis, si on se met derrière un arbre, on verra plus effectivement les effets négatifs que peut apporter une activité ou quoi. Et donc, pour faire aussi avancer le projet, ça veut dire aussi que nos interlocuteurs qui sont sur le territoire, les acteurs, qu'ils soient plaisanciers, pêcheurs, plongeurs, il faut aussi leur inculquer, comme on l'a fait pour l'enjeu de préservation de la Posidonie, l'enjeu de préservation des paysages. Et voilà, à mon avis, il ne faut pas oublier ces acteurs qu'on a en face et avec qui on doit travailler. Merci. Oui ? Effectivement, encore une fois, si on va sur le terrain avec ces personnes, qu'on prend du temps, c'est une demi-journée, à se balader, par exemple, arrivant sur la plage de Notre-Dame. D'un seul coup, on découvre à la fois la plage et puis la pointe des Mèdes. C'est ce que vous avez fait quand vous avez fait cette étude paysagère sur Porquerolles. Tout le monde a l'effet waouh. C'est waouh, c'est beau quand même. Là, et là, il y a un arrêt. Donc, on peut avoir des nœuds comme ça qui déclenchent vraiment l'émotion paysagère. Et ça, c'est pas subjectif, c'est factuel. Les gens s'arrêtent un moment, se posent, prennent la photo. Et si on prend suffisamment de temps, on arrive à distinguer ces lieux d'où le paysage se révèle avec force. Et c'est sans doute cela qu'il faut prendre en compte. Et vous l'avez pris en compte puisque vous avez fait en sorte que l'Asmel puisse conserver ce cône sur la pointe des Mèdes depuis ce point-là. Donc là encore, c'est vraiment le partage. Alors bien sûr, le paysagiste, il peut faire ça dans son coin, mais ce n'est jamais aussi fort que lorsque c'est partagé sur le terrain. Quand on vient sur le terrain avec des élus, avec des pêcheurs, avec des promeneurs. Et là, il y a ce travail de récolte de ces désirs de mer, ce patrimoine commun. C'est un bien commun, la mer. Elle appartient à tous et à tout le monde. Et c'est pour ça que la voir d'un seul coup se refermer derrière une rangée de bateaux, on est comme privé de quelque chose qui, quelque part, était vraiment l'image de la liberté et qui nous appartenait un petit peu. D'où l'importance, vraiment, encore une fois, de ces partages. Donc je pense qu'il existe une subjectivité, mais elle est collective. Et c'est une subjectivité collective qu'on peut partager. Donc un imaginaire collectif. C'est un imaginaire collectif. Donc on est sur une relation sensible, c'est sûr, mais on est sur quelque chose qui peut faire consensus. Et c'est là que, bien sûr, ce n'est pas des données scientifiques avec des pourcentages comme ça, on est sur quelque chose d'un peu plus mouvant, mais tout aussi bien, finalement, quantifiable. Alors peut-être pas quantifiable avec des chiffres, mais quantifiable dans l'intensité que peuvent générer certains lieux à provoquer l'émotion. Merci. Alors. Oui, bonjour. Frédéric Villers de l'OSB. Par rapport à la question « Que faire pour aller plus vite ?» Juste pour informer collectivité, bureau d'études. Donc il y a déjà eu des cahiers des charges qui ont été faits pour aider justement la mise en place d'études. On est en train de réaliser collectivement avec les services de l'État et les institutions publiques la préparation de nouveaux cahiers des charges types pour la phase travaux. En fait, il faut aussi aller assez rapidement par la suite. L'idée, c'est pas forcément de perdre du temps. Donc l'idée, c'est d'être capable aussi de vous aider à un moment donné quand vous allez passer un marché pour les installer, ces bouées, parce qu'à un moment donné, on espère qu'elles vont sortir assez rapidement de terre, avec l'idée justement de vous aider pour tout ce qui concerne les travaux liés à des semelles petites plaisances, grandes plaisances. On a également profité pour faire un travail de recommandation technique aussi pour le balisage. Je voulais juste insister sur ce point. C'est qu'aujourd'hui, à le forum mouillage, on parle beaucoup semelles et c'est normal. Après, l'idée, c'est quand même de réduire la pression du mouillage de manière générale. Il y a également d'autres outils que les semelles, tels que potentiellement des modifications de plans de balisage qui permettraient sur des secteurs où il n'y a pas que de l'herbier et du sable, typiquement, d'organiser de manière un peu plus simple cet aspect-là. Donc voilà, on va essayer de vous accompagner en vous proposant un certain nombre d'outils qui seront probablement disponibles à partir de l'été 2023
afin d'être en corrélation avec la suite de vos travaux. Et on fera également des cahiers des charges un peu plus détaillés études, donc sur l'aspect paysager, où en effet on a fait un cahier d'études assez général, mais où de temps en temps il faut faire une étude spécifique paysage, où il y a besoin de détailler un peu plus les attendus. Et on aura également pas mal de retours d'expérience sur les études économiques et juridiques qui sont menées par les différents bureaux d'études. Au-delà des cahiers des charges types qui sont une aide précieuse, est-ce que vous partagez vos cahiers des charges une fois, parce qu'il y a des cahiers des charges types et puis vous les faites évoluer les uns et les autres avec vos spécificités. Est-ce que vous échangez beaucoup les cahiers des charges les uns les autres, Cédric? Oui. Encore pas plus tard que tout à l'heure au café, j'ai échangé avec des collègues de MTPM et effectivement, on s'enrichit les uns les autres de ce cahier des charges type qu'on a chacun adapté à nos contraintes et à nos enjeux. Et effectivement, il faut qu'on continue aussi grâce à l'UPACA qui collecte ces cahiers des charges. L'UPACA, l'Union des ports de plaisance. J'ai oublié la fin de l'acronyme. Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà, qui auprès de l'ensemble des ports assure un partage complet, on va dire, de l'ensemble des cahiers des charges. Ok. On a une question. Oui, j'avais une question en tant que plaisancière habituelle depuis longtemps. Et je me permets, avec beaucoup de respect, de considérer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de représentation dans cette salle des plaisanciers moyens qui viennent en Corse, sur la Méditerranée ou ailleurs, et qui se retrouvent confrontés à une impossibilité de savoir où ils vont mouiller. Bien sûr, ils connaissent Navili, bien sûr, ils connaissent Zonia, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les zones sont pleines, puisque maintenant on limite le nombre de mouillages, ce qui est tout à fait cohérent, il faut que le plaisancier comprenne que peut-être il ne peut pas sortir en mer, que peut-être il faut qu'il trouve bien avant et en amont une zone où il peut aller, que peut-être qu'il faut qu'il trouve une bouée payante qui va peut-être être trop chère ou pas assez chère. Et nous avons aujourd'hui une non-information ou une mauvaise information au niveau des plaisanciers eux-mêmes qui ne savent pas du tout comment le système fonctionne. Il est différent suivant les zones de mouillage, les systèmes de réservation ne sont pas les mêmes, les bouées ne sont pas de la même taille. Nous avons vraiment peu d'informations. Et si on veut faire en sorte qu'un système fonctionne, et vous l'avez tous très bien dit tout à l'heure, il faut que toutes les parties prenantes soient présentes. Il me semble que les plaisanciers devraient être largement représentés dans le cadre des copiles et ainsi que les personnes qui sont du littoral et qui sont les voisins du littoral. Voilà les éléments que je voulais me permettre de dire avec beaucoup de réflexion et beaucoup de respect de tout ce qui se fait aujourd'hui. Merci pour cette intervention qui faisait partie des questions ça fait partie des questions qu'on va aborder cet après-midi justement sur les phases de gestion. Mais vous avez tout à fait raison, c'est comment faire entrer des plaisanciers, des usagers dans les copiles dès les phases études. Allez, c'est pour Jean-Marc. Alors, je vais répondre, mais aussi je vais m'appuyer sur ce qui a été aussi exposé par nos amis de Gien juste avant. Bien entendu, il y a le COPIL qui est organisé avec toutes les institutions et les partenaires qui nous permettent d'aboutir à la SMEL, mais la concertation, elle ne s'arrête pas là. Ça a bien donc été expliqué donc, par notre ami de Gien, mais nous, on présente notre projet de SMEL sur notre base nautique à chaque fois qu'on a un conseil, de telle sorte que l'ensemble des acteurs de la baie soient au courant de la direction que la ville prend sur la mise en place de la zone de mouillage d'équipements légers. Donc là, bien entendu, on parle des acteurs principaux, hein, mais que ce soit les pêcheurs avec la prud'homie ou que ce soit les représentants des plaisanciers, tout le monde est autour de la table et bien entendu on essaye d'expliquer les motivations de la ville pour aller dans cette direction. Généralement tout le monde comprend. Normalement on mouille pas sur un herbier quoi qu'il arrive. Donc la question elle se pose pas. Hein. Normalement. Donc après, il y a des usages qui sont un peu tangentiels, borderline, comme on pourrait dire. Donc là, il faut que tout le monde commence à apprendre que petit à petit, ça sera interdit. Tout simplement, on n'autorisera plus d'être dans l'illégalité comme ça l'a été peut-être auparavant. Et la zone de mouillage d'équipements légers est une alternative à ça. Ok, alors, oui.
En ce qui concerne l'association des plaisanciers ou des autres acteurs, au niveau du parc national, on avait, ce que j'ai parlé tout à l'heure, ce schéma global d'organisation des mouillages. Donc il y a un document cadre qui a été travaillé pendant 2 ans avec l'ensemble des acteurs nautiques qui se voulait un document intégré sur comment on repense l'accueil des activités nautiques sur l'ensemble du plan d'eau. Donc bien évidemment, il y a plus de 200 personnes qui ont été consultées et qui ont été associées à cette démarche-là, qui permet d'avoir aujourd'hui un document cadre qui fixe à plus ou moins moyen terme le devenir et comment seront accueillies les activités nautiques sur notre territoire général. Une des mesures, parce qu'il y a 49 mesures, on en a parlé tout à l'heure avec l'ASMEL de La Ciotat, qui est une des mesures effectivement sur le secteur, c'est la mise en place d'un conseil de mouillage participatif. C'est-à-dire qu'une fois que les EMEL seront mis en place, à l'échelle du territoire des Calanques, pour avoir une cohérence entre le fonctionnement du bassin de navigation, c'est de mettre en place cette instance qui sera un simple pouvoir consultatif, mais qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs, au moins une fois par an, pour traiter de comment s'est passée la saison, est-ce qu'il y a des améliorations à faire ou pas sur l'ensemble du parc national dans notre cas d'étude, quoi. Mais voilà, ça peut être une solution pour associer les gens sur ces questions-là. Cédric voulait rajouter quelque chose ? Et on prendra une dernière question. Juste un chiffre, nous, l'association, elle a porté pour la diffusion du questionnaire sur les 2500 plaisanciers qui sont usagers des ports de Hyères. Donc on essaye de faire le plus large possible. Évidemment, on ne va pas faire avec les 2500 pendant les copiles, mais néanmoins... Ça ne s'appelle plus un copile. Voilà, c'est ça. C'est une AG. Toutes les associations d'usagers, de pêcheurs et de professionnels, parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels de la mer sur la rade d'Hyères, sont associés. Et derrière, il faudra qu'on continue effectivement à le discuter et à présenter les résultats de tous ces copiles. Mais c'est bien l'objet de la concertation qu'on souhaite tous. Après, l'ensemble des études, on en parlait tout à l'heure, c'est un prisme en entonnoir. On part de quelque chose qui est très large, et puis on définit au fur et à mesure, en fonction des apports de l'ensemble des membres du COPIL, ce vers quoi on doit aller, avec un objectif essentiel qui est la protection de la Posidonie. C'est l'objectif majeur de nos ensembles de projets. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question ? Oui. Une dernière question. Ah. Quel micro va arriver en premier ? C'est la course. Attention. Bonjour, Patrick Barahona, donc comité Institut français de la mer de Marseille et Stratmar Conseil. En fait, tout à l'heure, vous avez posé une question sur le coût, je crois, des services écosystémiques qui ne seraient pas rendus si on ne protège pas 4,5 millions d'euros par an. Et la protection, dont les aides-MEL, ça coûte aussi de l'argent, ça a été dit. Et ne pourrait-on pas arriver à lier par projet, finalement, d'un côté, les investissements, études, réalisation plus fonctionnement, je crois sur 5 ou 10 ans, et ces coûts, par ailleurs, évités du fait de la protection. Ça rendrait peut-être plus pertinent les projets. Ça rendrait l'addition moins salée. Voilà. C'est une idée, peut-être dans les présentations des dossiers. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça, mais j'imagine que c'est certainement une idée à creuser. Il est 12h30, on avait dit qu'on terminait à 12h30, donc c'est parfait. Je vous remercie tous pour cette table ronde. Merci.